Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art, édition Week-end. Pour commencer l'année, nous faisons un point sur le profil type du collectionneur français et quels sont les investissements artistiques qui l'intéressent. On en parle tout de suite avec Cyril Coiffet, vice-président de Katawiki, la marketplace d'œuvres d'art. Merci à vous tous et tous qui nous rejoignez tout de suite, c'est Art et Marché. Chaque année, la marketplace d'œuvres d'art Katawiki analyse les grandes tendances des collectionneurs. Et cette année, l'étude est un peu différente avec l'analyse de l'évolution de la manière de collectionner. Cyril Coiffet, vice-président de Katawiki, est avec nous pour en parler. Merci beaucoup. Bonjour Sybille. Alors cette étude, donc réalisée avec Hypebeast, met en avant les habitudes de consommation qui évoluent. C'est la manière de collectionner qui évolue. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi déjà l'acte de collectionner se développe et évolue? Alors la collection devient presque un réflexe auprès des générations les plus jeunes et on va en parler un petit peu plus en détail. Mais d'une manière générale, les Français collectionnent de plus en plus. Oui, c'est ça. On a près de la moitié des Français interviewés lors de cette étude qui disent avoir une collection. Alors ça peut être une collection très variée, ça peut être des bijoux, ça peut être des montres, mais aussi des cartes à jouer ou des voitures. Mais ils sont tous collectionneurs, donc on devient tous plus ou moins collectionneurs. Et on pense que c'est lié en fait à trois grands facteurs. Le premier, c'est qu'on est rentré dans une économie de l'économie circulaire, comme on dit. Donc le fait d'acquérir quelque chose pour savoir qu'on va le revendre exactement, ça a un impact. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une économie de la nostalgie aussi. Le point commun qu'on a retrouvé dans 73% des personnes interrogées lors de notre étude avec Hypebeast chez Katawiki, c'est que les gens sont nostalgiques toujours d'une époque qui est leur enfance, mais en fait, quelle que soit leur génération, ils l'expriment de plus en plus clairement. Et puis, la troisième motivation, c'est l'attrait pour, on va dire un peu intellectuel, pour les objets bien manufacturés, l'artisanat, la qualité et le savoir-faire. Et là, on voit notamment chez les Français, c'est un critère qui est vraiment très, très important. Donc, plus qu'avant, on aime garder chez soi. Oui, plus qu'avant, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, on aime parce qu'on est rassuré, on sait qu'on va pouvoir revendre si on collectionne bien et qu'on prend bien soin. On sait aussi qu'en collectionnant, on fait un acte éco-responsable aussi. On redonne une seconde vie à des objets qui allaient peut-être être jetés. Aujourd'hui, on sait à travers notre étude que 73% des Français considèrent que le mode d'achat normal d'un bel objet, c'est la seconde main. D'accord. Ce qui était une évolution vraiment, ce qui constitue une évolution très très considérable par rapport à même il y a encore 10 ans. Oui, parce que maintenant on a aussi les plateformes, parce que donc, vous êtes de Katawiki, donc vous savez ça très bien, c'est que maintenant on a la possibilité de revendre. Et ça doit changer énormément de choses. Ça change énormément de choses. On a remarqué notamment que chez les générations dites Z, tout se passe par Internet en fait. Tout passe par les plateformes. 73% d'entre eux collectionnent avec uniquement comme moyen d'achat et de revente en fait les plateformes. Et ils sont aussi collectionneurs, c'est-à-dire ils sont attirés notamment par de la early nostalgia. Donc par exemple les cartes Pokémon. Ça commence déjà. Donc ils ont été bercés à l'école primaire et au collège par les cartes Pokémon. Et aujourd'hui on a atteint des prix incroyables. Et ce sont eux les faiseurs de marché, ceux qui les achètent et qui les revendent. Chez Katawiki la semaine dernière on a revendu une carte Pokémon pour plus de 35 000 €. D'accord. Donc, et clairement, c'est un marché destiné aux générations Z qui sont nostalgiques des dessins animés de leur enfance, quoi. Et très habiles avec du coup Internet et moins la peur de dépenser autant sur Internet. Et puis très bien informés aussi. D'accord. Internet leur donne beaucoup d'outils de comparaison, d'avis. Ils peuvent créer des communautés où ils en discutent aussi beaucoup via des plateformes comme Twitch par exemple. Et c'est là aussi qui facilite, on va dire, la collection. Oui, et c'est Internet le facteur majeur qui révolutionne l'usage de collectionner, la manière de collectionner. Ça c'est vrai. Donc pour les générations très très jeunes, les générations Z. Pour les générations dites de millénials, eux ils sont plus dans la mode.
D'accord. Mais ils ont aussi adopté les codes de l'Internet, c'est-à-dire ils utilisent massivement les plateformes pour acheter et revendre. Et puis ils ont aussi compris, parce qu'ils sont très éco-responsables aussi, hein, ils ont été très sensibilisés à ça aussi depuis leur enfance, et c'est très bien. Ils ont vraiment une approche, notamment autour du quiet luxury. Donc ça va être des grands acheteurs, des grands vendeurs de toutes ces marques où le logo est relativement discret, mais la qualité des matériaux et puis la qualité de la coupe fait vraiment fait en sorte que l'achat est forcément un achat en conscience, on va dire. Et la revente, en fait, se passe dans de très bonnes conditions puisque ce sont toujours des objets de qualité. Ce qui m'a intéressé et interrogé, c'était c'est cette Gen Z qui a une volonté à 90% de suivre des collectionneurs qui se rendent... Non, pardon, ils ont 90% d'entre eux veulent aller se rendre à des événements, et la Gen Z a plus de volonté de suivre des influenceurs. Donc il y a un côté vraiment événementiel, communautaire, qui est peut-être plus fort qu'avant. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu trop auparavant. Ce sont les mêmes qui font la queue devant les magasins d'articles de sport et de basket pour avoir les éditions ultra limitées de telle ou telle marque qu'on peut citer comme les Yeezy par exemple. C'est vraiment eux qui ont créé ces choses-là qui étaient inconnues pour les générations X ou les boomers évidemment. Ça ne serait pas venu à l'idée, mais eux rentre immédiatement dans la notion d'édition limitée. Et qui dit édition limitée, dit forcément collection. Et du coup, ce sont eux aussi qui suivent des influenceurs et qui sont plus dans cette recherche, vraiment rentrer dans l'univers de sa collection. Absolument, parce que les influenceurs aujourd'hui, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des collaborations avec les marques. Donc, ils créent des collections capsules, et c'est ces influenceurs-là, en fait, qu'on va suivre. Si on prend l'exemple de la mode, par exemple, ça va être quelqu'un comme Wes Anderson, John Anderson, qui travaille avec Loewe, qui en fait est autant une personnalité des réseaux sociaux que quelqu'un du monde de la mode, et qui est suivi par une communauté qui va aller à tous ces déplacements. Dans le monde du cinéma, on peut citer aussi Wes Anderson, qui fait des collaborations aussi avec le monde de l'art, notamment avec Prada. Et ça, c'est la version digitale de la génération plus boomer, on va dire, qui va se rendre à des événements et qui va aussi être très proche des artistes, etc. Exactement. Il y a Internet, Instagram, TikTok ont un peu aboli en fait le quatrième mur des relations sociales et ont rendu une sorte de proximité qui fait que aujourd'hui, on voit aussi des gens qui ont été grands influenceurs comme Pharrell Williams, qui font vraiment le tour de la boucle et qui sont aujourd'hui maintenant dans des maisons telles que Louis Vuitton. Et Louis Vuitton, par conséquent, crée des éditions limitées Pharrell Williams qui sont répercutées à travers les plateformes de Pharrell Williams. Je dis les plateformes parce qu'ils possèdent aussi une maison de vente aux enchères. Et ça, c'est intéressant ou pas à collectionner? Parce que c'est vrai que les éditions limitées, maintenant, il y en a presque tout le temps. Est-ce que c'est intéressant d'acheter l'édition limitée? Ça reste intéressant si c'est de la qualité. D'accord. Effectivement. Si c'est manufacturé. Si c'est manufacturé, si c'est en association avec une grande marque, on peut être quasiment sûr que c'est un bon achat. Il y a des choses qui sont peut-être effectivement un peu plus éphémères, un peu plus dans l'air du temps et qui ne resteront pas. Mais après, là, on parle vraiment de la mode. Et la mode, par définition, c'est le règne de l'éphémère. Ouais. Donc, et des cycles. Et là, je reviens un peu sur la nostalgie qui drive aussi pas mal de collections. Des choses dans la mode qui n'auraient pas fonctionné il y a 20 ans fonctionnent maintenant parce que les générations qui arrivent et qui ont le pouvoir d'achat décident de se replonger dedans, quoi. Donc ça fait partie de l'écosystème. Et je reviens sur un petit peu les chiffres. Alors les paniers moyens, c'est, vous dites 1500 € à peu près, et une plus grande volonté en tout cas de revendre. Est-ce que ça va avoir un impact du coup sur le marché, vous pensez? Ça va faire monter les paniers moyens. Parce qu'avant, les collectionneurs, on va dire, par exemple, les collectionneurs un peu traditionnels, la génération des boomers, ils collectionnaient des bijoux, ils collectionnaient des timbres, ils collectionnaient des pièces de monnaie, ils étaient dans la numismatie. Les canaux de revente étaient un peu théoriques. Et c'était pas dans toutes les villes, c'était pas à l'international. Aujourd'hui, il y a une plus grande liquidité dans le marché, puisqu'on parle du marché de l'art. Et plus de liquidité fait forcément augmenter le nombre de transactions et fait augmenter les prix en général. Mais plus de revente, du coup, c'est pas inquiétant pour une plateforme justement de se dire qu'il y a plus de personnes qui veulent revendre, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un équilibre.
On pense pas ça. On pense que, en tant que plateforme, nous, chez Katawiki, on pense que plus il y aura de collectionneurs, plus il y aura de gens qui vivront leur passion à travers leur collection. Et ça peut être des choses tellement variées. On a parlé des cartes Pokémon tout à l'heure. Mais il y a des gens qui collectionnent des voitures, il y a des gens qui collectionnent des bijoux, des sacs à main, de l'art, évidemment. Plus il y aura de collectionneurs, plus il y aura de gens qui vivront une vie qui correspond vraiment à leur goût et à leur passion, mieux ça sera. Et justement, alors vous avez publié aussi la liste des objets du XXIe siècle jugés iconiques en parallèle de cette étude. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer comment vous avez choisi ces 100 pièces iconiques du XXIe siècle? Alors, on les a choisis en compagnie de notre partenaire qui s'appelle iBeast, qui est un média qui est vraiment orienté sur les tendances dans le lifestyle. Donc, autant dans les intérieurs que dans la mode, mais aussi dans nos habitudes de consommation, on va dire, pour les collectionneurs passionnés. Donc avec eux, on s'est assis, on a parlé aussi à nos experts chez Katawiki qui sont eux confrontés tous les jours à des centaines de milliers d'acheteurs et de vendeurs pour leur demander voilà, quelles étaient un peu les tendances, mais les tendances qui allaient durer. Et donc on est arrivé avec une liste de 100 incontournables, en tout cas pour le XXIe siècle. Alors dedans, il y a quoi? Il y a de la mode, bijoux, montres. Et oui, j'ai vu des livres. Il disait que dans la partie de livres aussi était une partie qui pourrait bien être dynamique. Pour la génération, ma génération, la génération des boomers, en fait, le livre reste un incontournable. Les premières collections, historiquement, ont été des collections de livres dans l'histoire occidentale. Mais elles continuent de l'être, et aussi parce que les éditeurs aussi se sont mis au goût du jour. Sur une plateforme comme Katawiki, ce qui se collectionne surtout, c'est les livres signés. Ah oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas forcément avoir une photo de Nan Goldin. Par contre, vous pouvez avoir un catalogue ou un livre de Nan Goldin signé par Nan Goldin. Donc ça, c'est typiquement aussi un marché de la collection qu'Internet et que des plateformes comme Katawiki ont rendu possible. Mais après, bon, bien sûr, il y a quand même plus de mode, il y a eu beaucoup de sacs, etc. Ça, c'est des objets, selon vous, qui peuvent faire l'objet d'un bon investissement? Ça peut être vraiment une sorte d'investissement alternatif qui peut être très, très profitable sur le long terme. Je vous parlais tout à l'heure de l'EV, qui était une marque qui devient de plus en plus iconique. Nous, on pense que ça va faire vraiment partie des incontournables pour les 15 prochaines années. Quand on parle à iBeast, quand on parle à nos experts, et puis aussi quand on regarde les transactions qui ont lieu sur Katawiki. Beaucoup d'objets très marqués visuellement, justement, qui sont un peu étranges, voilà, qui ont un vrai design et qui ont un peu, c'est vrai, qui ont marqué le XXIe siècle, en tout cas la mode, en tout cas du XXIe siècle. Il faut forcer un peu le trait pour devenir iconique. Donc tout à l'heure, je vous parlais du Quiet Luxury. Quiet Luxury, c'est plus un repli sur soi-même, et puis dans une période un peu de frilosité, on va dire. Mais il reste encore des bold moves, comme on dit, des mouvements audacieux. Des mouvements audacieux. En français. Et c'est dans notre top 100, il y a beaucoup de moves qui sont audacieux, mais qui nous paraissent des risques très, très calculés. D'accord. Voilà, et qui constitueront clairement de bons investissements. Eh bien, merci beaucoup Cyril Coiffet. Je rappelle que vous êtes vice-président de Katawiki, la plateforme de vente en ligne d'objets d'art et autres objets. Absolument, de tous les beaux objets. De tous les objets. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché. Merci beaucoup Cyril.